الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien en ces moments. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements et surtout en la partageant auprès de vos connaissances. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Et cette 63e vidéo vient vers vous, comme d'habitude, pour vous proposer ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. Et le CQFD de votre bled Maralibia revient sur cette toute dernière déclaration d'Arantxa González Laya, affirmant nous sommes prêts à écouter le Maroc sur le Sahara, s'interrogeant même sur le fait accompli d'une Espagne qui aurait ou non un intérêt à envenimer ses relations avec le Maroc, qui a désormais totalement changé son fusil d'épaule. Et pendant ce temps, la chef de la diplomatie espagnole persiste et continue d'accorder donc quelques entretiens ici et là, dont celui à la Vanguardia, un quotidien d'information généraliste édité à Barcelone. Et il y a été question de la crise très compliquée entre l'Espagne et le Maroc, et surtout de l'affaire du Sahara entre autres. Et c'est dans cette ambiance qu'Arantxa González Laya est jugée à Rabat comme la première responsable de la conduite injuste, attentatoire aux droits du Maroc et à sa souveraineté, qui a poussé à l'éclosion de l'affaire dite Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Battouche. Et donc, dans un entretien accordé au quotidien catalan La Vanguardia, la chef des affaires étrangères espagnoles souhaite que soient établis ou rétablis des rapports diplomatiques normaux entre Rabat et Madrid, marqués depuis de longs mois maintenant d'interruptions et de contretemps délictueux, si ce n'est fâcheux. Et quels que soient les motifs qui aient dicté jusqu'ici la réserve et le silence de Madrid sur ces tensions, son gouvernement ne peut plus ajourner une décision qui apaisera peut-être les relations avec Rabat, ni garder plus longtemps le silence sur ses déterminations dans ce sens, juge encore Arantxa González Laya. Et elle s'exprime ainsi. C'est en quelque sorte créer soi-même le péril en se privant des moyens de salut dans cette affaire, a-t-elle jugé. Et pour elle, les deux pays doivent se pénétrer d'une nécessité, celle de s'entendre. Et elle ajoute, il y a un mois,
nous sommes entrés dans une crise dont nous ne voulions absolument pas et dont, évidemment, nous voulions sortir au plus vite. Nous allons travailler pour qu'un espace de confiance se crée à partir duquel la relation peut être réorientée. Et cela demande bien évidemment une grande prudence de ma part. Juge encore Arantxa González Laya qui dit prôner la discrétion et la prudence donc pour instaurer cette confiance. Et ici, exposé ainsi avec cette clarté de sens et la portée de cette décision d'autoriser l'hospitalisation tout de même de ce Brahim Ghali des Benbatouche en Espagne est dur pour la diplomate espagnole, raison pour laquelle Madrid a été peu appuyée à l'échelle internationale. L'Union européenne a pleinement soutenu l'Espagne, mais les États-Unis ont été beaucoup plus distants, car le Sahara marocain est un autre point qui envenime les relations entre le Maroc et l'Espagne. Et justement sur cette question, nous avons toujours été extrêmement prudents. Dans ce cadre, nous sommes prêts à considérer toute solution que le Maroc propose, sachant qu'il n'appartient pas à l'Espagne de servir de médiateur, puisque ce rôle doit être joué par les Nations Unies, indique toujours cette Arantxa González Laya. Avant de préciser tout de même, nous convenons avec les États-Unis que la solution doit être promue par les Nations Unies. Et nous convenons aussi que cette ligne doit être redynamisée toujours avec la considération pour le Maroc. Mais alors, une solution négociée pourrait-elle être l'octroi d'une autonomie au Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté marocaine? Et la question reste posée. Et en réponse justement à cette question, Arantxa González Laya a affirmé « Nous sommes prêts à considérer toute solution que le Maroc apportera ». C'est ce qui est appelé ici en langage courant mettre de l'eau dans son vin face aux menaces marocaines. La diplomatie espagnole réduit ses ambitieux rêves vers de sages mesures, peut-être dans l'exécution ou dans l'évolution qui dépend tout de même du bon vouloir du Royaume du Maroc. Mais alors, cette Espagne-là a-t-elle intérêt à envenimer ses relations avec le Maroc? Et le conflit qui oppose actuellement justement ce Maroc et cette Espagne perdure et persiste et prend chaque jour un nouveau tournant. Pendant, bien évidemment, que Rabat prend tout son temps avec toute nouvelle décision ou déclaration, les dirigeants espagnols font preuve d'une certaine fébrilité et ne semblent pas savoir exactement ce qu'ils veulent réellement.
passant souvent par des attitudes conciliantes, pour ne pas dire recherche de réconciliation, allant dans le sens d'un établissement ou rétablissement de relations dites normales avec le Maroc. Et on les voit quelques jours après durcir leur langage et faire des sorties souvent agressives, lesquelles, au lieu d'apaiser la situation, ne font que l'aggraver. Ces tergiversations et détours de langage sont illustrés par certaines déclarations maladroites de la ministre même des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, optant pour l'escalade plutôt que pour la recherche d'une solution des problèmes existants, alors que la position du Maroc est beaucoup plus claire et précise dans ce dossier, puisque pour Rabat, l'accès de quelques immigrés à Ceuta ou l'entrée clandestine de ce Brahim Ghali dit Ben Batouche en Espagne ne constitue que l'arbre qui cache la forêt. Car le véritable problème qui paralyse la normalisation des relations entre le Maroc et l'Espagne n'est autre que la question du Sahara, que le Maroc considère légitimement comme étant une partie intégrante de son territoire. Et pour la ministre espagnole des Affaires étrangères, cette affaire n'est pas une question de gouvernement, mais une affaire d'État. C'est d'ailleurs l'attitude de la part des pays de l'Union européenne qui se remettent aux résolutions du Conseil de sécurité et au règlement définitif de ce problème au niveau des Nations Unies. Bien que le Maroc n'a jamais été contre cette position, laquelle est celle d'un certain nombre de pays à travers le monde. Mais ce que le royaume marocain n'admet pas et n'admettra jamais est le fait que l'Espagne, un État voisin avec lequel il est attaché par des liens étroits en matière économique et sécuritaire, adopte un double jeu et entretient des relations équivoques et hostiles à ses intérêts avec non seulement le Polisario, mais aussi son parrain algérien, ses principaux ennemis dans la question de son intégrité territoriale. À signaler également que le Maroc a été surpris par cette incompréhensible intervention de Madrid auprès des États-Unis pour l'annulation de la reconnaissance de la marocanité du Sahara décidée par le président américain sortant qui était Donald Trump. Et le Maroc ne veut plus rester les mains liées devant ces agissements inacceptables des autorités espagnoles. Et pour cela, il a fait savoir, tout simplement, aux autorités espagnoles qu'il n'est pas obligé à l'avenir de faire le gendarme de l'Europe pour la lutte contre l'immigration clandestine, aussi bien pour l'accès au royaume ibérique qu'aux îles Canaries. Et de plus, les autorités marocaines ont décidé de cesser toute collaboration en matière de sécurité. En plus, le Maroc a choisi d'autres voies et d'autres pays pour le retour pendant l'été des travailleurs marocains à l'étranger, ce qui va occasionner pour l'Espagne
une perte de plusieurs centaines de milliards d'euros chaque année. Et dans ce même contexte, donc, le Maroc pense résilier l'avenir, à l'avenir, donc l'accord de pêche signé avec l'Union européenne et qui profite pour plus de 70% tout de même à l'Espagne. Une telle résiliation portera un coût certain, mais un coup de grâce à son économie, sachant que des milliers d'ouvriers espagnols travaillent dans ce secteur de la pêche. L'Espagne aura donc à l'avenir le choix entre ou une stricte neutralité dans cette affaire du Sahara marocain ou une prise de position franchement et ouvertement hostile. Aujourd'hui, le Maroc n'accepte plus de situations équivoques ni de double jeu de la part de pays censés être ses amis et ses partenaires. Et le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, l'a bien dit. Le Maroc d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier et désormais tout pays qui s'affiche contre notre intégrité territoriale est considéré comme étant ennemi et nous devons agir en conséquence. Et cela est valable en particulier pour les alliés traditionnels du Maroc. Il est en effet inconcevable que Rabat continue à avoir des relations dites normales avec un pays voisin qui complote et entretient des intelligences avec ses ennemis. Les États de l'Union européenne comprendront avec le temps que le Maroc et restera un allié indispensable de cette Europe et de l'Occident d'une manière générale. Et c'est dans ce cadre que le Maroc change de fusil d'épaule. C'est aussi pourquoi il a été opté de répondre à toutes ces tergiversations à travers le contenu d'une publication anonyme et qui a été partagée sur les réseaux sociaux dont nous nous faisons lecture ou nôtre ici et nous avons jugé utile de conclure la séquence d'aujourd'hui par ce texte car c'est tellement vrai. D'autant vrai que le monde change aujourd'hui et les données géopolitiques sont en train de changer aussi d'une manière fulgurante. Le Maroc pourrait rentrer dans l'histoire mondiale qui sera enseignée prochainement dans toutes les écoles du monde. En tout cas, c'est une aspiration ou un espoir. Mais alors, que se passe-t-il réellement? Nous sommes en train d'assister aujourd'hui au début du déclin de l'Europe, car certains pays qui la composent n'arrivent pas ou n'arrivent plus à suivre l'évolution des relations internationales. Et l'Europe veut continuer à gérer ses relations suivant une pratique ancestrale qui consiste à dominer les autres pour pouvoir exister. Pour certains qui diront ce qui est logique. Si nous analysons les richesses de l'Europe, nous apercevrons vite que cette vieille Europe dépend étroitement des pays du Sud tout de même, en ce qui concerne ses besoins énergétiques et miniers. Car que vaudrait cette Europe sans gaz, ni pétrole, ni or, ni fer,
ni phosphate, ni uranium, et encore moins de son franc CFA qu'elle a créé, sinon rien. Et c'est donc un continent qui vit de la richesse des autres, purement et simplement. Et donc pour arriver à préserver cette suprématie, elle se trouve dans l'obligation d'affaiblir ses interlocuteurs du Sud, dont fait partie cette Afrique du Nord ou ce Maroc, pour pouvoir importer moins cher et vendre encore plus cher. Par conséquent, le profit qu'elle dégage lui permet aujourd'hui de faire vivre sa population dans un confort social élevé et peut-être 10 fois plus élevé que celui de ses propres fournisseurs du Sud, qui sont justement cette Afrique, et particulièrement cette Afrique du Nord. Or, pour préserver ce confort, voire même le cultiver et l'augmenter même, cette Europe, est passée par plusieurs phases où il y a eu d'abord la phase des colonisations qui a été actée en 1906 à Algeciras, où les pays européens se sont partagés purement et simplement ce gâteau d'Afrique. Et pour aller spolier directement ces richesses, quitte à compromettre tout genre de crimes humains sur les populations qui pouvaient s'élever contre leur velléité. Ensuite est venue la phase de décolonisation qui va remplacer la colonisation par influence bien placée et bien guidée, surtout bien manipulée. Autrement dit, le colonisateur sort physiquement du pays colonisé, mais il laisse derrière lui toute une armada de systèmes et une palette d'organisations qui veilleront à maintenir les pays dits décolonisés, mais resteront quand même colonisés sous influence de leurs anciens colonisateurs. Et comme c'est le cas en cette nouvelle Algérie, en tout cas, c'est ce qui est dit actuellement, l'Algérie nouvelle de nos jours, complètement moribonde, puisque cela a commencé par une influence culturelle, puis sociale, puis économique, puis politique, puis etc., etc., etc. Par exemple, dans les zones d'influence franco-hispanique, c'est la culture franco-espagnole qui est enseignée dans les écoles, lycées, et ce sont les sociétés espagnoles et françaises qui vont bénéficier des gros marchés publics dans cette zone, particulièrement ici, ce qui nous intéresse, cette Afrique du Nord. Ces anciens colonisateurs ne s'arrêtent pas là. Ils veillent aussi à ne pas laisser leurs anciennes colonies devenir puissantes, ce qui est le cas du Maroc actuellement, et elles sont toujours attentives aux moindres indices de développement de chaque pays du Sud, particulièrement cette Afrique du Nord. Celui qui gagne des points en développement doit absolument passer à la caisse. Tout projet structurant doit passer par des entreprises européennes. En plus, aucune organisation ni union entre pays du Sud ne saurait aboutir, car cela aurait pour effet de créer un équilibre des forces entre le Nord et le Sud, ce qui risque de déstabiliser le pouvoir d'influence des pays européens qui ont même essayé d'embraser le nord de l'Afrique
et qu'il continue tout de même pour pouvoir peut-être construire ou le reconstruire en faisant tourner leurs industries. Aujourd'hui, nous assistons à l'éveil de la Chine qui s'est bien débrouillée pour conquérir, pour ne pas dire reconquérir le monde et qui aurait prédit lorsque la Chine s'éveillera, le monde tremblera et tout être ayant prédit cela n'avait-il pas tort du tout, car nous assistons aujourd'hui à une marée économique chinoise dans tous les pays du monde, et cela ne plaît ni à l'Europe et encore moins aux États-Unis. Cependant, ils ne peuvent plus rien faire puisque cette Chine est devenue trop puissante à tous les niveaux, au point où même les pays occidentaux et américains en dépendent eux-mêmes. Même les États-Unis, connus pourtant pour aimer bomber le torse, pour toujours être considérés comme la première puissance mondiale, se devaient de réagir tout de même. Et ces États-Unis devaient retrouver leur suprématie économique mondiale. Pour cela, des bureaux d'études stratégiques américains ont eu du pain sur la planche et il semblerait donc que les Américains soient en train de travailler sur un nouveau modèle de développement à l'international avec des alliances régionales et autres. Autrement dit, la géographie, la langue, la culture, l'appartenance ethnique ou religieuse ne sont plus des facteurs d'alliance. Les seuls facteurs retenus sont la stabilité, la paix, l'ouverture et l'influence sur les autres. Israël, ici, allié principal des États-Unis, répond parfaitement à ces conditions au niveau du Moyen-Orient, puisqu'elle entretient des relations officielles et officieuses avec bon nombre d'États de la même région. Le Maroc, du côté nord-africain, semble aussi avoir réussi parfaitement son examen. Et les Américains semblent projeter de miser sur ces deux pays pour générer de nouvelles zones d'influence économique et sociale qui vont lui permettre d'élargir ces zones économiques de libre-échange. Et c'est pourquoi le Maroc n'est pas en reste et sera très certainement le point de discorde entre l'Europe et les États-Unis sur la nouvelle répartition des zones d'influence économique. Les Africains, quant à eux, commencent à s'émanciper parce qu'ils ne veulent plus bâtir de nouvelles relations sur la base d'échanges déséquilibrés. Et ils en ont eu assez avec l'expérience européenne. Et c'est la raison pour laquelle les Américains proposent aujourd'hui le fameux deal win-win, gagnant-gagnant. Car s'ils ne le font pas, les Chinois le feront, puisque la devise chinoise étant claire et simple, un tu l'as vaut mieux que deux tu l'auras. Et l'Europe, diriez-vous, dans tout cela? L'Europe est en train d'assister à une réorientation des intérêts économiques des pays du Sud
de la zone Europe vers la zone États-Unis-Israël, avec pour trame de fond détrôner la Chine et ses alliés, en l'occurrence la Russie, l'Iran et pourquoi pas le Qatar. La France, l'Espagne et l'Allemagne sont complètement déboussolés, voire même déstabilisés, et ne savent plus sur quelle corde sauter, car même la Grande-Bretagne semble aussi avoir compris l'enjeu, et c'est la raison pour laquelle elle a tout simplement divorcé de cette vieille Europe. Et c'est tout à fait vrai qu'il est devenu presque impossible et impensable en 2021 de continuer à gérer des relations biaisées avec des nations africaines tout en scandant des valeurs telles que la tolérance, la paix et la démocratie, et puis etc. etc. Il est aussi inconcevable de continuer à rejeter les populations du Sud sous couvert uniquement du concept d'immigration illégale, alors qu'en face, on continue à anéantir leur économie locale. C'est indirectement une mise en chambre à gaz de l'Afrique, et qui vivra, verra, n'est-ce pas? Et donc, chers amis, c'est à travers la lecture de cette publication, résumant ainsi cette pensée anonyme, pour ne pas dire unanime, que prend fin notre entrevue de ce jour, en prenant congé de vous et en refermant cette séquence, tout en espérant vous retrouver bientôt avec grand plaisir à travers votre ce qui fait débat, ou tout simplement ce qui fait discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience. Ne nous oubliez pas, en nous aidant mutuellement, en aidant votre chaîne Bled Maghribia, et en vous y abonnant et en la partageant autour de vous et auprès de vos connaissances. Au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.